Au cœur de l'Anatolie centrale, là où les plateaux s'élèvent comme des vagues pétrifiées, se dressaient autrefois les murailles d'une capitale qui commandait à un empire. Hattusa, la ville des Hittites, repose aujourd'hui dans le silence des collines, parmi les chênes et les herbes hautes. Ce lieu oublié durant des siècles conserve encore l'écho d'un pouvoir qui rivalisait avec les plus grandes puissances de l'âge du bronze. On y marchait entre des portes monumentales où veillaient des lions sculptés, des sphinx et des guerriers de pierre. À travers ces passages, l'on pénétrait dans un monde où les dieux étaient en innombrables, où le roi se faisait l'ombre des divinités et où les routes menaient vers les confins de la Méditerranée et de la Mésopotamie. Les premières tophanes et traces de Hattusa apparaissent dans des textes ennemis. Les Assyriens, marchands et chroniqueurs, parlèrent là de cette cité avec crainte et respect, évoquant ses fortifications imprenables. Construite sur un terrain escarpé, la capitale dominait les vallées alentours. Ses remparts se déroulaient sur plusieurs kilomètres, renforcés par des portes gardées par des figures de pierre. Cette sculpture, étrange et puissante, ne protégeait pas seulement la cité. Elle représentait le seuil entre le monde des hommes et celui des dieux. Chaque voyageur qui franchissait la porte des lions, la porte des rois ou celle des sphinx, entrait dans une ville qui se voulait à la fois sanctuaire et forteresse. La topographie de Hattusa révèle un souci d'organisation qui étonne encore les archéologues. Les rues suivaient des tracés précis, montant en terrasse vers la citadelle. Dans la haute ville, des temples aux murs épais abritaient les statues divines, nourries quotidiennement par les prêtres. Le grand temple dédié au dieu de l'orage, maître du ciel et des batailles, formait le cœur de la cité. Autour de lui, des cours pavées accueillaient les processions, les sacrifices et les cérémonies qui liaient la communauté à son panthéon infini. Car les Hittites avaient adopté les dieux des peuples conquis, tissant un réseau divin où chaque ville, chaque vallée, possédait sa divinité propre. La vie à Hattusa vibrait au rythme de la guerre et du commerce. Des routes partaient de la capitale vers le Levant, l'Égypte, Babylone et la mer Égée. Sur ces chemins circulaient non seulement des marchandises, étain, argent, chevaux réputés, mais aussi des espions, des scribes et des diplomates. Les archives découvertes à Hattusa, gravées sur des milliers de tablettes d'argile, montrent que la ville était un carrefour d'informations. C'est là que furent consignés des traités, des prières, des récits de bataille. Ces tablettes, préservées par le hasard des incendies, révèlent une administration minutieuse et un savoir transmis par l'écriture cunéiforme. Mais ce qui frappe le plus dans les vestiges de Hattusa, ce sont les portes. Elles ne servaient pas seulement à protéger la ville, elles racontaient une bonne histoire. La porte des lions, par exemple, garde encore ses sculptures de félins dressés, gueules entr'ouvertes, yeux scrutant l'horizon. Le lion, symbole de force et de royauté, avertissait qu'ici commençait le territoire du roi divin. La porte des rois, décorée d'un guerrier divin ou humain, rappelait le lien intime entre le pouvoir terrestre et le monde sacré. Quant à la porte des sphinx, elle demeure la plus énigmatique. Les sphinx, figures hybrides aux ailes déployées, étaient des gardiens de mystère, protecteurs d'un savoir interdit. Chaque entrée devenait ainsi une initiation, un passage vers une dimension où la pierre parlait le langage des symboles. Les habitants de Hattusa vivaient dans des maisons adossées aux murailles, construites en pierre et en bois, recouvertes de toits de terre battue. La population comprenait artisans, soldats, prêtres et fonctionnaires. La cité battait au rythme des rituels, processions vers les temples, fêtes saisonnières célébrant la fertilité, sacrifices pour apaiser la colère des dieux. Dans les rues résonnaient-on les pas des scribes, porteurs de nouvelles venues de contrées lointaines. Les murailles, hautes et puissantes, protégeaient non seulement des invasions mais aussi de l'oubli. Elles affirmaient que Hattusa devait être immortelle. Pourtant, l'histoire allait en décider autrement, car malgré sa grandeur, Hattusa n'était pas invulnérable. Les fouilles montrent des traces d'incendies, de destruction, de reconstruction précipitées. L'empire hittite, pris dans le tumulte des rivalités avec l'Égypte, l'Assyrie et les peuples voisins, connut des périodes de fragilité. Chaque assaut, chaque crise interne laissait une cicatrice sur la capitale. Lorsque les peuples de la mer, venus de l'Ouest, bouleversèrent l'équilibre du Proche-Orient à la fin de l'âge du bronze, Hattusa fut finalement abandonné. Ses temples furent désertés, ses portes laissées aux ronces et au vent. Et pourtant, le souvenir de Hattusa ne s'effaça pas complètement. Les collines conservèrent ces murailles ensevelies, et les paysans de l'Anatolie, pendant des siècles,
marchèrent parmi ces ruines sans deviner la puissance qui s'y était déployée. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des explorateurs européens redécouvrirent la cité. Les fouilles révélèrent dans des milliers de tablettes et des murailles encore dressées, réveillant un monde que l'histoire officielle avait oublié. La capitale hittite, engloutie dans la poussière du temps, sortit de l'ombre comme un fantôme obstiné. Aujourd'hui, marcher dans les ruines de Hattusa, c'est ressentir une présence étrange. Le silence y est lourd, presque solennel. Les pierres effondrées semblent attendre que quelqu'un déchiffre leur mémoire. Les portes, encore debout, scrutent l'horizon comme si elles attendaient le retour d'un peuple disparu. La ville, jadis vivante de rituels et de batailles, s'offre maintenant comme un miroir du temps. Elle rappelle la fragilité des empires et la force de l'oubli. Ainsi commence l'histoire des Hittites, par cette capitale aux portes de pierre. Elle nous conduit vers d'autres mystères. Les archives gravées dans l'argile, les pactes passés avec l'Égypte et les secrets de leur pouvoir sur le fer ancien. Hattusa n'est que la première clé pour pénétrer l'univers des Hittites, un monde à la fois effacé et indestructible. Dans le silence des ruines de Hattusa, il est un trésor qui ne s'élève pas en murailles ni en colonnes de pierre, mais qui repose dans la fragilité de l'argile cuite. Des milliers de tablettes enfouies sous les décombres attendaient impatiemment que le temps les redécouvre. Leur écriture, tracée à l'aide d'un calame, inscrit dans la matière le murmure d'un empire disparu. Ce n'est pas une bibliothèque telle que nous l'imaginons aujourd'hui, avec ses rangées ordonnées comme de volumes reliés, mais un entrelac de signes cunéiformes, un océan de fragments qui forment la mémoire des Hittites. Là, dans la terre cuite, se déploie le souffle d'une civilisation entière. Ces tablettes furent découvertes à partir du XIXe siècle, lorsque des archéologues allemands entreprirent enfin de fouiller Hattusa. Au milieu des gravats et des pierres effondrées, ils mirent au jour des salles entières remplies d'argile gravée. Plus de 30 000 tablettes, certaines brisées, d'autres presque intactes, composaient une archive sans équivalent. C'était une bibliothèque au sens profond du terme, non pas pour le plaisir de la lecture, mais pour l'administration, la mémoire et le sacré. Les Hittites, par cet effort patient d'écriture, avaient inscrit leur voix dans la durée. Les textes retrouvés couvrent une étonnante diversité. Il y a des documents officiels, des traités entre royaumes, des lettres diplomatiques échangées avec les plus grandes puissances de l'époque. Ces écrits sans scellant témoignent d'un réseau diplomatique vaste et complexe où les scribes jouaient un rôle central. Chaque tablette était une pièce dans le jeu délicat de l'équilibre des empires. Les rois hittites correspondaient avec les pharaons d'Égypte, avec les souverains de Babylone, avec les princes de Canaan. Ils demandaient encore des mariages, échangeaient compte des présents, négociaient en des alliances, les tablettes révélant ainsi un monde où la plume, ou plutôt le calame, servait autant que l'épée. Mais la bibliothèque d'argile ne se limitait pas à la politique. Elle abritait aussi des récits mythologiques, des hymnes, des prières adressées aux dieux, des rituels précis pour les fêtes saisonnières. Les Hittites consignaient minutieusement les gestes sacrés, les paroles à prononcer, les offrandes à présenter. Chaque rite devenait une instruction transmise aux générations suivantes. Dans ces textes, le temps s'abolit. Les prêtres, en suivant les prescriptions anciennes, répétaient voir les mêmes gestes que leurs ancêtres, liant ainsi les vivants aux morts et les hommes aux dieux. Un autre aspect surprend encore les chercheurs, la multiplicité des langues. Les tablettes hittites ne parlent pas d'une seule voix. On y trouve le hittite bien sûr, mais aussi l'akkadien, langue diplomatique du Proche-Orient, ainsi que le hourite et même des passages en louvite. Cette diversité reflète l'étendue et la complexité de l'Empire. Le scribe de Hattusa était un polyglotte, capable de manier les mots comme des armes, traduisant et retranscrivant pour que rien ne se perde dans le tumulte des échanges. Ainsi, la bibliothèque d'argile n'était pas seulement un centre d'archives, mais un carrefour linguistique, un miroir des contacts entre civilisations. La fonction de ces textes allait bien au-delà de la simple mémoire. Ils étaient une arme politique. Par l'écrit, le roi fixait ses volontés, établissait son autorité, imposait son ordre. Un traité inscrit sur l'argile devenait presque sacré, scellé par les dieux et les hommes. La tablette, fragile en apparence, était en réalité un socle de pouvoir. De même, les annales royales consignaient les campagnes militaires, les victoires et parfois même les défaites. Le récit inscrit devenait un instrument de légitimité, affirmant que le roi, guidé par les dieux, poursuivait une mission sacrée. Il y a aussi dans ces tablettes
une dimension plus intime. Certaines contiennent des prières personnelles, des confessions de rois qui implorent à la clémence divine après une épidémie ou une défaite. On y lit les doutes, les angoisses, les failles d'hommes qui portaient pourtant une couronne. Ces paroles, figées dans l'argile, résonnent encore avec une humanité troublante. Elles nous rappellent que derrière la grandeur des empires se cachent toujours des voix fragiles, des êtres qui doutent et espèrent. Le travail des archéologues et des linguistes fut titanesque, car si les tablettes étaient là, encore fallait-il les déchiffrer. Les Hittites, première langue indo-européenne attestée par l'écriture, demeura longtemps un mystère. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un linguiste, Bedřich Hrozný, réussit à démontrer sa parenté avec les langues européennes. En lisant les signes, il reconnut des mots proches de nos racines linguistiques modernes. L'argile se mit alors à parler, révélant non seulement une civilisation oubliée, mais aussi les origines de nombreuses langues encore vivantes. La bibliothèque de Hattusa est ainsi un paradoxe. Faite de matière fragile, elle a pourtant survécu aux millénaires. Le bois et le papyrus se seraient consumés depuis longtemps, mais l'argile, cuite accidentellement par les incendies, a résisté. Ce qui semblait le plus vulnérable s'est montré le plus durable. C'est là une leçon discrète de l'histoire. La mémoire se conserve parfois dans ce qui paraît le plus humble. Aujourd'hui, contempler ces tablettes, c'est entendre une polyphonie venue d'un autre âge. Elles ne sont pas seulement des documents figés dans le passé, elles sont des voix qui murmurent encore. Elles racontent la vie d'une cité, l'organisation d'un empire, la foi d'un peuple. Elles rappellent aussi que le savoir, même enfoui, trouve toujours un chemin vers la lumière. En quittant ces salles où l'argile aligne ses secrets, une impression persiste. Les Hittites ont voulu que leur mémoire ne soit jamais effacée. Ils ont confié leurs mots aux matériaux de la terre, comme s'ils savaient que seule la pierre et l'argile pouvaient en défier l'oubli. Cette bibliothèque silencieuse nous conduit naturellement vers un autre mystère de leur histoire. Le jour où, face à l'Égypte de Ramsès II, ils scellèrent un traité qui demeure l'un des plus anciens pactes de paix connus. Lorsque l'on évoque l'Égypte ancienne, surgissent aussitôt les pyramides, les temples colossaux et les grands noms de pharaons comme Ramsès II. Mais dans l'ombre de ce géant de l'histoire se cache un autre récit, moins célébré, presque effacé, celui d'un traité de paix conclu entre l'Égypte et les Hittites. Ce document, gravé sur l'argile et sur la pierre, demeure l'un des premiers traités internationaux connus de l'humanité. Pourtant, son souvenir n'a pas traversé les siècles avec la même clarté que les exploits militaires ou les monuments de marbre. Il a fallu le silence patient des ruines et l'œil attentif des archéologues pour que ce texte reparaisse, révélant la profondeur d'une rencontre entre deux empires qui, un temps, faillirent se détruire. Le contexte de ce traité s'inscrit dans l'une des batailles les plus célèbres de l'Antiquité, la bataille de Kadesh. Vers le XIIIe siècle avant notre ère, Ramsès II mène ses armées vers le nord, dans la région de la Syrie actuelle. Là se trouve Qadesh, une cité stratégique, convoitée autant par les Égyptiens que par les Hittites. La confrontation est brutale. Les récits égyptiens la décrivent avec la grandeur habituelle. Ramsès, présenté comme un héros quasi divin, terrassant des armées entières. Mais derrière cette rhétorique de gloire, la réalité s'est plus nuancée. La bataille ne fut pas une victoire éclatante, mais une impasse sanglante. Les deux camps subirent de lourdes pertes et aucun ne put réellement s'imposer. De cette impasse naquit une idée rare pour l'époque. Plutôt que de poursuivre une guerre interminable, Égyptiens et Hittites décidèrent de négocier. Plusieurs années après Kadesh, un traité fut scellé entre Ramsès II et Hattusili III, roi des Hittites. Ce texte, inscrit en deux versions, hittite et égyptienne, sur des tablettes et sur les murs des temples, promettait une paix durable. Ce n'était pas un simple cessez-le-feu, mais un pacte élaboré comprenant des clauses de défense mutuelle, d'assistance militaire et même d'extradition pour les fugitifs et les criminels. À travers ce traité, les deux puissances reconnaissaient la nécessité de coexister, non par faiblesse mais par prudence et intelligence politique. L'un des aspects les plus fascinants de ce document est son ton. Là où les récits militaires regorgent de vantardises et de figures héroïques, le traité adopte une voix calme, presque administrative. Il ne chante pas les exploits d'un roi, il ne magnifie pas un peuple. Il établit des règles, des obligations, une forme d'ordre commun. Il s'agit d'une diplomatie gravée dans la pierre, conçue pour survivre au-delà des règnes et des générations. Cela en fait un témoignage unique de la maturité politique de deux empires que l'on réduit trop souvent à leur guerre et à leurs dieux. Cette alliance ne resta pas lettre morte.
Elle fut scellée et renforcée par des mariages diplomatiques. Ramsès II épousa une princesse hittite, créant ainsi un lien de sang entre les deux dynasties. Ces unions, bien plus que des alliances militaires, symbolisaient une volonté d'intégration, un désir de stabilité dans un monde secoué par les rivalités incessantes. Le mariage devint alors un instrument de paix, où les cours royales se tissaient de liens familiaux et de promesses silencieuses. Le traité de paix entre l'Égypte et les Hittites n'était pas seulement un pacte entre deux royaumes puissants. Il représentait une innovation dans la manière dont les empires concevaient leurs relations. Au lieu de l'écrasement total de l'ennemi, il proposait la reconnaissance mutuelle. Chacun acceptait l'existence de l'autre comme une réalité inévitable, digne de respect. Cette reconnaissance, rare dans le monde brutal du Proche-Orient antique, témoigne d'une vision qui dépasse l'instant, une conscience que la guerre seule ne pouvait tout résoudre. Mais ce texte, pourtant fondamental, disparut presque entièrement de la mémoire des siècles. Les temples égyptiens, notamment à Karnak et à Abydos, en ont conservé des versions gravées. Les archives hittites en détenaient aussi des copies, inscrites sur des tablettes d'argile. Mais lorsque l'empire hittite s'effondra, ces archives sombrèrent avec lui, et seules les pierres de l'Égypte gardèrent un écho de cette paix. Il fallut attendre les découvertes archéologiques modernes pour que l'on recolle les morceaux de cette histoire. Aujourd'hui, ce traité est exposé en réplique aux Nations Unies, symbole de la diplomatie ancienne et de la possibilité d'une paix construite sur la parole donnée. Il rappelle que, même dans un monde où la force semblait être la seule loi, certains souverains comprirent la valeur d'un engagement écrit, la solidité d'un pacte plus durable que les épées. Ce texte, né d'un équilibre fragile, demeure l'un des premiers jalons de ce que nous appelons aujourd'hui le droit international. Il est fascinant de songer que ce traité, si important dans son essence, fut presque effacé de nos mémoires. L'histoire a préféré retenir les pyramides et les temples plutôt que ces tablettes d'argile et ces inscriptions sobres. Peut-être parce que la guerre impressionne davantage que la paix, parce que les récits de bataille séduisent de plus que les accords silencieux. Pourtant, ce sont ces lignes gravées, discrètes et persistantes, qui nous parlent encore de la sagesse des anciens. Les Hittites, par ce traité, n'ont pas seulement écrit une page de leur propre histoire, ils ont inscrit une leçon universelle. Ils ont montré que la mémoire ne réside pas seulement dans la pierre des murailles, mais aussi dans les mots échangés, dans les engagements pris et honorés. Leur voix, parvenue jusqu'à nous, est celle d'un empire souvent oublié, mais qui, en ce moment précis, a façonné une idée nouvelle du pouvoir et de la coexistence. De cette paix avec l'Égypte, nous passons naturellement à une autre dimension du monde hittite, celle qui nous parle non pas des rois ou des batailles, mais des dieux. Car pour comprendre cet empire Mondalit, il ne suffit pas de lire ses traités et ses archives. Il faut plonger dans son univers religieux, foisonnant et énigmatique, où chaque vallée et chaque cité possédait son dieu et où l'invisible guidait chaque décision des hommes. C'est là que nous entrons dans le royaume des 1000 dieux, un panthéon qui révèle la richesse et le mystère de leur monde. Le monde hittite ne se comprend pas seulement à travers ses murailles, ses batailles et ses traités. Derrière l'ordre visible de l'Empire, il existait une trame invisible, un souffle qui animait chaque geste, chaque décision, chaque saison. Les Hittites vivaient au milieu d'un univers peuplé de dieux innombrables, de forces invisibles et de puissances qui traversaient sur la terre, le ciel et les profondeurs. Leur panthéon, que les textes désignent parfois comme celui des 1000 dieux, était une mosaïque foisonnante où chaque vallée, chaque cité et chaque peuple apportait ses divinités. C'était un monde où l'humain ne régnait pas seul, mais partageait son existence avec des présences mystérieuses, toujours prêtes à s'imposer ou à disparaître. Le dieu suprême du panthéon hittite était le dieu de l'orage, souvent représenté comme un guerrier tenant la foudre ou une arme céleste. Il commandait les pluies et les tempêtes, nourrissait les champs et protégeait les armées. Mais il n'était pas seul à dominer ce monde céleste. À ses côtés se trouvait la déesse Soleil Darina, éclatante et silencieuse, gardienne de l'ordre, dispensatrice de lumière et garante de la justice divine. Ensemble, ces deux figures formaient une sorte de couple cosmique, liant le ciel aux hommes, l'orage et le soleil, la force et la clarté. Pourtant, le panthéon hittite ne se limitait pas à ces deux figures majeures. Il s'enrichissait en permanence de nouvelles divinités, adoptées au fil des conquêtes et des alliances. Chaque peuple vaincu, chaque cité annexée apportait son propre dieu, qui venait s'ajouter à la multitude. Les Hittites n'effaçaient pas les cultes étrangers, ils les absorbaient, les intégraient, jusqu'à ce que leur panthéon devienne un labyrinthe de noms et de visages.
On y trouvait des divinités hourites, mésopotamiennes, anatoliennes, toutes coexistantes dans un syncrétisme singulier. Ainsi, les Hittites se présentaient comme les gardiens d'un univers religieux en perpétuel élargissement. Les rituels jouaient un rôle central dans ce monde divin. Chaque dieu exigeait ses sacrifices, ses fêtes, ses hymnes. Les prêtres consignaient minutieusement les gestes et les paroles nécessaires pour apaiser ou honorer les divinités. Les tablettes retrouvées à Hattusa regorgent de ces prescriptions. Quel animal sacrifier, quelles offrandes préparer, quels mots prononcer. Il existait une précision presque juridique dans ces rituels, comme si l'homme devait respecter un contrat avec les dieux. Une négligence, une erreur dans la formule, et l'équilibre du monde pouvait s'effondrer. Dans ce panthéon, les divinités n'étaient pas des êtres abstraits, mais des présences actives dans la vie quotidienne. Le dieu de l'orage pouvait se mettre en colère, apportant la sécheresse ou les tempêtes destructrices. La déesse Soleil pouvait détourner son éclat, plongeant le monde dans la confusion. D'autres divinités, protectrices des sources, des montagnes ou des champs, exigeaient qu'on respecte leur territoire et leur mémoire. Les Hittites vivaient ainsi dans une constante négociation avec leurs dieux, cherchant à maintenir une harmonie fragile. Les récits mythologiques hittites, conservés dans les tablettes, éclairent cette relation. L'un des plus célèbres est celui du dieu de l'orage et du dragon Iluyanka. Dans ce mythe, le dieu de l'orage est vaincu par le monstre, mais grâce à une ruse et à l'aide de ses alliés, il finit par le vaincre à son tour. Ce récit, à la fois simple et profond, reflète la vision hittite du monde, la lutte constante entre l'ordre et le chaos, entre la force divine et les puissances obscures. Les dieux eux-mêmes n'étaient pas infaillibles, ils connaissaient la défaite, la colère, la ruse, mais leur victoire finale rétablissait toujours un fragile équilibre. Les fêtes religieuses rythmaient l'année hittite. Elles avaient pour but de renouveler l'alliance entre les hommes et les dieux. Certaines duraient plusieurs jours, mêlant processions, sacrifices et banquets. Le roi lui-même, en tant que grand prêtre, y jouait un rôle essentiel. Il offrait aux dieux des libations, conduisait les cérémonies et rappelait ainsi que son pouvoir n'était pas seulement militaire ou politique, mais aussi sacré. Le roi hittite se présentait comme l'intermédiaire entre le monde humain et l'univers divin, garantissant que les dieux continueraient à protéger le royaume. Un aspect singulier du panthéon hittite est la place des divinités étrangères. Là où d'autres empires cherchaient à imposer leurs propres dieux, les Hittites choisissaient l'accumulation et l'intégration. Cette ouverture religieuse reflète une stratégie politique. En acceptant les divinités des peuples soumis, ils facilitaient leur intégration à l'empire. La religion devenait ainsi un instrument de cohésion, unissant des peuples divers sous une même mosaïque de dieux. Mais cette richesse avait aussi un prix. Le panthéon hittite était si vaste qu'il semblait parfois impossible de s'y retrouver, et certains rois se plaignaient du poids d'un culte toujours plus complexe. Les sanctuaires hittites complétaient cette vision. Parmi eux, Yasilikaya, près de Hattusa, demeure l'un des plus fascinants. Dans ce sanctuaire à ciel ouvert, des reliefs sculptés représentent une procession de dieux et de déesses, alignés sur la pierre comme une armée silencieuse. Chaque figure porte un attribut distinct, une arme, un animal, un symbole céleste. La paroi rocheuse devient alors un livre de pierre où se lit le cortège infini des divinités hittites. Ce lieu chargé de mystère était probablement utilisé pour des rituels liés au cycle de l'année, peut-être même pour célébrer la mort et la renaissance symbolique du roi. À travers ce panthéon, les Hittites exprimèrent une conception particulière du divin. Le monde n'était pas dominé par une autorité unique, mais traversé de multiples forces en perpétuelle interaction. Chaque dieu avait sa place, son rôle, sa puissance. Cette vision, loin de l'unité, reflétait une compréhension du monde comme un tissu complexe, où l'équilibre ne se maintenait qu'au prix d'une vigilance constante. Aujourd'hui, la lecture de ces récits et la contemplation de ces reliefs nous plongent dans un univers étrangement familier et étranger à la fois. Familier car nous y retrouvons des thèmes universels, la lutte contre le chaos, la quête d'équilibre, la dépendance à des forces supérieures. Étranger car ce panthéon, avec ses 1000 visages, défie notre désir moderne de classification et d'ordre. Il est un labyrinthe où chaque dieu ouvre la porte d'un autre, où chaque mythe résonne comme un écho d'antiques vérités. Et pourtant, malgré cette profusion, un fil invisible relie ces dieux, celui du pouvoir et du savoir. Car au-delà des prières et des sacrifices, les Hittites semblent avoir caché dans leur religion un autre secret, celui d'une maîtrise ancienne qui allait bouleverser le destin des empires.
C'est là que nous devons tourner le regard, vers les forges et les flammes, vers l'énigme du fer, métal sombre qui, sous leurs mains, devint une arme et un symbole. Dans l'obscurité des vallées anatoliennes, au milieu du souffle des forêts et du rugissement des orages, les Hittites auraient gardé un secret redoutable. Un secret forgé dans le feu, dans le choc des marteaux et la lueur des flammes. Le fer, métal obscur, métal mystérieux, bien plus rare et précieux à l'âge du bronze que l'or ou l'argent. Car si le bronze façonnait les épées, les chars et les outils de la plupart des royaumes, le fer restait, pour longtemps encore, une énigme. Difficile à extraire, capricieux à travailler, exigeant des températures extrêmes, il demeurait l'apanage de quelques initiés. Les Hittites, dit-on, furent parmi les premiers à dompter ce métal, à l'arracher aux profondeurs de la terre et à lui donner forme. Le fer, à cette époque, était presque magique. Il apparaissait rarement, souvent sous la forme de morceaux tombés du ciel, des fragments de météorites. Ces fers célestes étaient considérés comme des dons divins, rares et précieux, utilisés pour des armes rituelles ou des objets sacrés. Les Hittites, cependant, auraient franchi une étape supplémentaire. Ils auraient appris à extraire le fer terrestre, à le purifier et à le transformer en lame et en pointe. Cette maîtrise, si elle fut réelle et organisée, leur aurait donné un avantage immense sur leurs voisins, encore dépendants du bronze. Les textes hittites ne décrivent pas directement ces techniques, mais des indices apparaissent dans les archives et les légendes. Des mentions de dons de fer envoyés comme présents diplomatiques aux souverains étrangers attestent que ce métal circulait déjà dans leur réseau de pouvoir. Offrir du fer, c'était offrir plus qu'une arme. C'était partager un fragment de connaissance, un morceau de l'avenir. Les rois étrangers, recevant ces présents, savaient en eux qu'ils tenaient, entre leurs mains, un matériau mystérieux, presque sacré. Mais pourquoi les Hittites auraient-ils gardé ce savoir comme un secret ? Peut-être parce que la rareté faisait leur force. Révéler trop tôt l'art de travailler le fer, c'était perdre l'avantage stratégique. Dans un monde où la survie des empires se jouait dans l'équilibre fragile des alliances et des batailles, posséder des armes plus résistantes, plus tranchantes, pouvait changer le cours d'un conflit. Le fer devenait ainsi une arme silencieuse, une énigme jalousement protégée par les forgerons et les prêtres. L'art de la forge dans la culture hittite n'était pas seulement une technique, il avait une dimension sacrée. Le feu, maître des transformations, était considéré comme une force divine. Les forgerons, silhouettes couvertes de suie et de sueur, occupaient une place ambiguë, artisans du métal, mais aussi initiés à des secrets liés aux dieux. Ils frappaient vent le fer comme on sculpte un rituel, répétant des gestes précis pour que le métal ne se brise pas, pour que la lame devienne plus qu'un objet, une prolongation de la volonté du roi. Archéologiquement, les preuves de cette maîtrise restent fragiles. On a retrouvé des objets en fer dans des tombes hittites, mais leur nombre est so faible, signe que le métal restait rare, réservé à l'élite. Certaines de ces pièces, étonnamment bien conservées, montrent des techniques de forge avancées pour l'époque, suggérant un savoir-faire maîtrisé. Toutefois, le passage du bronze au fer ne s'est pas fait d'un seul coup. Il s'agit d'une lente transition, un glissement progressif dont les Hittites furent sans doute les précurseurs. La légende de leur maîtrise du fer a traversé les siècles au point que les chroniqueurs grecs, des siècles plus tard, associaient encore l'Anatolie à l'origine du fer, comme si cette terre, riche en minerais, avait été la matrice de la transformation des civilisations. Le fer, par son austérité et sa dureté, annonçait un nouvel âge, celui des épées indestructibles, des socs de charrue capables de labourer des terres plus dures, des outils qui pouvaient changer l'économie des peuples. Il annonçait aussi des guerres plus brutales, où les armes se brisaient moins vite, où les armées pouvaient durer plus longtemps. Le mystère demeure sur la manière dont les Hittites considéraient s'entemmerer ce métal. Était-il pour eux avant tout un outil de prestige, offert comme présent et utilisé pour les cérémonies, ou bien l'avaient-ils déjà intégré à leur arsenal militaire ? Les sources ne tranchent pas, mais une chose est certaine, le fer, même rare, leur donnait une aura particulière. Dans les correspondances diplomatiques, les mentions de ce métal apparaissent comme un signe de puissance silencieuse de Jules, une ressource plus précieuse que l'or. Le fer, par sa nature, est le métal du temps long. Contrairement au bronze, il résiste différemment à l'usure. Il rouille, il se corrode, mais il ne cède pas de la même manière. Dans les croyances antiques, il devint parfois un symbole de dureté, d'inflexibilité, presque de destin.
Les Hittites, en le façonnant, se placèrent à la frontière entre l'ancien monde du bronze et le nouvel âge qui allait bouleverser le Proche-Orient. Ils étaient à la charnière d'un passage, peut-être sans même le savoir. Aujourd'hui encore, l'idée que les Hittites furent les premiers maîtres du fer suscite débats et interrogations. Certains chercheurs relativisent cette affirmation, rappelant que d'autres peuples, en Anatolie et ailleurs, expérimentèrent aussi avec ce métal. Mais l'image demeure puissante, celle d'un empire qui, dans ses forges secrètes, préparait l'avenir du monde. Cette image suffit à expliquer pourquoi leur mémoire fut entourée de silence, pourquoi leur nom fut longtemps effacé. Le fer, en naissant sous leurs mains, marquait le début d'une ère où les empires anciens allaient s'effondrer et de nouveaux royaumes surgir. Les flammes de leurs forges, aujourd'hui éteintes, continuant pourtant de projeter leur lumière. Elles éclairent non seulement la transition des métaux, mais aussi la capacité humaine à transformer la nature, à plier la matière à sa volonté. Les Hittites, peuple d'ombre et de pierre, deviennent à travers le fer les annonciateurs d'un futur où la puissance ne se mesurerait plus seulement en nombre de chars ou en richesse d'or, mais en capacité à maîtriser les profondeurs de la terre. Et c'est justement à travers ces routes de la terre, ces chemins obscurs où circulaient les crânes, les minerais, les armes et les secrets, que l'on comprend mieux encore leur monde. Car l'empire hittite n'était pas isolé. Il vivait dans un réseau complexe d'échanges, de commerce et d'espionnage. De l'Anatolie aux confins de la Méditerranée, des caravanes et des diplomates tissaient une toile fragile, reliant les royaumes dans un équilibre instable. Ainsi, après les flammes des forges, il nous faut suivre ces routes invisibles, là où l'ombre des espions et des marchands révèle une autre face du pouvoir hittite. À travers les montagnes d'Anatolie, au détour des vallées fertiles et des cols escarpés, serpentant des routes anciennes. Elles relièrent des mondes très différents, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'aux plaines de Mésopotamie, depuis les cités de Syrie jusqu'aux plateaux intérieurs où régnaient les Hittites. Ces chemins n'étaient pas seulement des artères de commerce, ils étaient aussi les veines invisibles d'un empire. Les caravanes y transportaient tant l'étain, le cuivre, l'argent, les chevaux, mais aussi les nouvelles, les secrets, les rumeurs qui façonnaient les alliances et les guerres. Dans cet entrelacement de routes, la frontière entre le marchand et l'espion devenait souvent indiscernable. Les Hittites, au sommet de leur puissance, avaient compris que la survie d'un empire ne dépendait pas seulement de ses murailles et de ses chars, mais aussi de sa capacité à contrôler les flux. En surveillant les routes, ils surveillaient l'or sur le monde. L'Anatolie, en tout par sa position centrale, était un carrefour incontournable, un pont entre l'Orient et l'Occident, entre les mers et les terres intérieures. Qui maîtrisait ces routes contrôlait non seulement les échanges, mais aussi le savoir. Le commerce hittite reposait sur quelques biens essentiels. L'étain, indispensable pour la fabrication du bronze, venait de loin, transporté à travers les montagnes et les plaines. Le cuivre, abondant en Anatolie, était l'autre composant vital de ce métal, qui armait et outillait la majorité des peuples. Les Hittites, assis sur ces ressources, pouvaient en négocier, marchander, imposer leur influence. Leurs chevaux, réputés pour leur endurance et leur force, étaient une richesse à part entière. Ils ne servaient pas seulement à tirer les chars de guerre, mais étaient exportés vers d'autres royaumes, où leur réputation précédait leur arrivée. Mais derrière l'apparence d'un commerce prospère se cachait une autre réalité. Les routes étaient aussi des canaux d'information. Chaque caravane transportait non seulement des marchandises, mais des récits, des observations, des confidences arrachées dans les tavernes des relais. Les scribes hittites consignaient les nouvelles rapportées par les marchands, comme on consigne les mouvements d'une armée. Ainsi, l'économie et l'espionnage se mêlant dans une trame indissociable. Les tablettes découvertes à Hattusa révèlent cette dimension insoupçonnée. Des lettres adressées au roi évoquent les mouvements des troupes ennemies, les intrigues de cour dans les royaumes voisins, les alliances secrètes qui se nouaient dans l'ombre. Certains messagers officiels jouaient un double rôle. Porteurs de présents diplomatiques, ils glanaient aussi des informations sur les fortifications, les récoltes, les humeurs du peuple. L'art de l'espionnage, chez les Hittites, était discret mais omniprésent. Un exemple frappant concerne les relations avec l'Égypte et Babylone. Les échanges diplomatiques, souvent accompagnés de caravanes de présents, servaient aussi de couverture pour des missions d'observation. Dans une lettre hittite, un roi se plaint que ses messagers soient retenus trop longtemps dans une cour étrangère, signe que leur rôle dépassait le simple protocole. Derrière l'éclat des cadeaux offerts,
Derrière la politesse des ambassades se jouait une partie silencieuse où chaque détail observé pouvait devenir une arme. Les routes de l'ombre ne serviront pas seulement à surveiller les ennemis, mais aussi les alliés. Dans un monde où les trahisons pouvaient surgir à tout instant, un empire devait rester vigilant. Les vassaux hittites, dispersés en Syrie ou en Anatolie occidentale, devaient croire leur loyauté au grand roi de Hattusa. Mais leur fidélité n'était jamais acquise. Les archives regorgent de rappels à l'ordre, de menaces voilées, de promesses réitérées. Les Hittites envoyaient des inspecteurs, parfois déguisés en marchands, pour vérifier que les cités tributaires respectaient pas leurs engagements. Ainsi, les routes étaient autant des chaînes invisibles que des voies de sainte foi de commerce. Cette surveillance constante révèle une conception hittite du pouvoir. Celui-ci ne pouvait reposer uniquement sur la force militaire. Il fallait tisser une toile, maintenir un équilibre fragile par l'information et la dissuasion. Chaque marchand devenait un témoin, chaque caravane une archive mouvante, chaque halte un lieu de rumeurs à recueillir. L'Empire n'était pas seulement un espace physique, mais une construction d'informations. Les routes de l'ombre servirent aussi à faire circuler les symboles. Les présents envoyés par le roi de Hattusa aux souverains étrangers n'étaient pas de simples marchandises. Ils représentaient la main tendue ou la supériorité affirmée. Un poignard en fer, une coupe ouvragée, un cheval rare, tout cela parlait autant qu'un traité écrit. Ces objets ont été transportés par des caravanes, portaient avec eux un message. La puissance hittite se déployait jusqu'aux confins du monde connu. Mais ces routes, aussi vitales qu'elles étaient, portaient en elles une fragilité. Elles dépendaient de la stabilité des territoires se traverser, de la loyauté des peuples soumis, de la sécurité offerte par les garnisons. Lorsque l'empire hittite entra dans son déclin, ce furent ces routes qui se fissurèrent les premières. Les caravanes furent attaquées, les relais désertés, les vassaux se rebellèrent. Le réseau invisible se brisa, et avec lui la circulation du commerce et du savoir. Sans route, l'empire s'asphyxia. Aujourd'hui, les ruines de Hattusa et les fragments de tablettes témoignent de cette toile invisible. Nous n'avons plus les caravanes ni les voies des espions, mais il reste les traces d'un monde où l'information valait autant que l'or. Les routes hittites, disparues sous la poussière, continuent pourtant de dessiner un schéma intemporel, celui d'empires qui ne vivent pas seulement de murs et de batailles, mais de l'art subtil de relier et de surveiller. De ces chemins obscurs, il nous faut maintenant tourner le regard vers les champs de bataille où ces échanges aboutissaient. Car le commerce et l'espionnage n'étaient jamais éloignés de la guerre. Les routes nourrissaient les armées, les informations guidaient les stratégies. Et parmi toutes les batailles où les Hittites laissèrent tracer leur empreinte, une domine par son éclat et son énigme, la bataille de Kadesh, théâtre d'un affrontement titanesque entre deux géants de l'histoire. Sous le soleil brûlant de la Syrie antique, là où les rives de l'Oronte dessinaient en des méandres fertiles entre désert et montagne, un fracas se fit entendre qui allait résonner à travers les siècles. C'était l'écho d'une confrontation sans égale, celle de deux empires au sommet de leur puissance, l'Égypte de Ramsès II et le royaume hittite de Muwatalli II. Au cœur de cet affrontement se trouvait une cité convoitée, Kadesh petite mais stratégique, clé des routes commerciales et des ambitions politiques. Ce fut là, dans cette plaine, marquée par la poussière et le sang, que se joua l'une des batailles les plus célèbres de l'âge du bronze. Les chroniques égyptiennes, gravées dans la pierre, décrivent un Ramsès héroïque, affrontant seul les hordes ennemies, terrassant ses adversaires comme un dieu incarné. Les murs de Luxor, d'Abydos et de Karnak célèbrent ce triomphe supposé, transformant le pharaon en une figure invincible. Mais derrière ces images figées dans la gloire, une autre réalité se cache. Les tablettes hittites, plus sobres, évoquent une bataille confuse, indécise, où ni les Égyptiens ni les Hittites ne purent imposer une victoire décisive. Kadesh fut moins une victoire qu'un équilibre fragile, un miroir des forces du temps. Avant la bataille, la tension s'était accumulée pendant des années. L'Égypte, cherchant à étendre son influence vers le nord, voyait en Kadesh une porte vers les royaumes syriens. Les Hittites, déjà présents dans la région, considéraient cette cité comme leur bastion. Les deux empires savaient que Kadesh n'était pas seulement une ville, elle représentait l'accès à des routes stratégiques, à des alliances précieuses, à des ressources vitales. Le terrain syrien devenait alors un échiquier, et chaque roi avançait ses pions. Ce qui rend cette bataille si fascinante, c'est moins son issue militaire que ses conséquences politiques. Dans l'imaginaire égyptien,
Kadesh devint un symbole de la gloire de Ramsès, immortalisé dans la pierre. Pour les Hittites, elle fut la preuve de leur capacité à tenir tête au plus grand empire du Nil. Mais dans les faits, Kadesh montra la limite de la guerre comme outil de domination. Aucun des deux camps ne pouvait anéantir l'autre sans s'exposer à sa propre ruine. La bataille marqua alors le début d'une réflexion qui aboutira, quelques années plus tard, au célèbre traité de paix entre les deux empires. L'importance de Kadesh dépasse largement son champ de bataille. Elle révèle l'art militaire hittite, souvent éclipsé par celui des Égyptiens. Leurs chars, conçus pour transporter 3 hommes, un conducteur, un guerrier armé et parfois un protecteur, différaient même des modèles égyptiens plus légers. Cette conception offrait puissance et stabilité, mais exigeait des chevaux robustes et une coordination parfaite. Les Hittites, maîtres de l'élevage équin, avaient en fait de leurs chars un symbole de leur identité militaire. La bataille illustre aussi l'art hittite de la coalition. Leur armée n'était pas homogène, mais composée de contingents venus de royaumes vassaux. Chaque groupe apportait ses armes, ses coutumes, ses techniques. Ce mélange reflète la diversité de l'empire hittite, mais révèle aussi sa fragilité. Une armée trop disparate pouvait manquer d'unité. Pourtant, ce jour-là, cette mosaïque tint tête à l'une des armées les plus redoutées de l'Antiquité. Aujourd'hui encore, les récits de Kadesh résonnent avec des tonalités contradictoires. Les temples égyptiens chantent une victoire éclatante, tandis que les archives hittites évoquent un affrontement équilibré. Entre ces deux versions, la vérité se cache dans la poussière de l'Oronte, où des milliers d'hommes tombèrent sans que leur nom ne soit engravé. La mémoire humaine, sélective et fragile, choisit d'élever les exploits d'un roi plutôt que les cris des soldats. Mais les échos de la bataille continuent, portés par les pierres et par les tablettes. Kadesh ne fut pas seulement une guerre, mais une leçon d'équilibre. Elle enseigna que même les plus grands empires doivent reconnaître leurs limites. Elle ouvrit la voie à une diplomatie nouvelle, où la plume sur l'argile pesait autant que la lance sur le champ de bataille. C'est ce fragile équilibre qui permit l'existence d'une paix durable entre deux géants. À travers Kadesh, on découvre non seulement la force des armes hittites, mais aussi la profondeur de leur vision politique. Leur empire n'était pas seulement bâti sur le fer et la pierre, mais sur la conscience aiguë que la guerre devait parfois céder la place à la négociation. De cet affrontement naquit une paix, et de cette paix un héritage qui résonne encore. Et tandis que l'on quitte le fracas des armes et la poussière du champ de bataille, il est temps de se tourner vers une autre facette étonnante de cet empire. Car derrière les rois et les généraux, derrière les chars et les forteresses, se dressaient aussi des femmes de pouvoir, des reines dont l'influence s'étendait bien au-delà des palais, et dont l'ombre continue de hanter l'histoire hittite. Parmi elles, une figure s'élève avec une intensité particulière. Pudouépa, la grande reine, mémoire et âme de son peuple. Dans les ruines silencieuses de Hattusa, parmi les pierres effondrées et les tablettes d'argile brisées, surgit parfois une voix singulière. Ce n'est pas celle des rois guerriers ni des scribes officiels, mais celle des femmes qui, dans l'ombre des palais et des sanctuaires, façonnaient pour l'avenir d'un empire. Les Hittites, plus que d'autres peuples de leur temps, accordèrent à leur reine un rôle central, presque égal à celui du roi. Parmi elles, un nom se détache, puissant et lumineux, Pudouhépa, grande reine, épouse de Hattusili III, médiatrice, diplomate et prêtresse. Sa mémoire est l'une des plus étonnantes de l'Antiquité, car elle nous révèle que le pouvoir hittite ne se limitait pas aux armes et aux murailles, mais passait aussi par la voix des femmes. Le rôle des reines hittites ne se réduisait pas au protocole. Elle portait de l'avant le titre de Tawanana, un titre officiel qui les plaçait dans une position sacrée et politique. La Tawanana n'était pas seulement l'épouse du roi, elle était la grande prêtresse du royaume, celle qui présidait aux rites les plus importants, qui dialoguait avec les dieux au nom du peuple. Ce titre ne disparaissait pas avec la mort du roi, mais se transmettait parfois à vie, donnant à certaines reines une influence qui traversait plusieurs règnes. Ainsi, la Tawanana représentait une continuité, un fil ininterrompu entre le monde terrestre et l'univers divin. Pudouhépa, fille d'un prêtre de la déesse Ishtar, fut introduite très tôt dans les mystères religieux. Lorsque Hattusili III l'épousa, elle apporta avec elle non seulement une alliance, mais aussi une légitimité spirituelle. Dans les tablettes retrouvées, son nom apparaît fréquemment, non comme une figure effacée derrière son époux, mais comme une actrice à part entière de la politique hittite. Ces lettres, adressées aux souverains étrangers, témoignent d'une intelligence rare, d'une diplomatie subtile.
Elle négociait, rappelait les obligations des traités, rappelait aussi, parfois avec fermeté, les promesses non tenues. Sa plume, comme celle d'un roi, traçait les contours de la paix et de la guerre. L'un des exemples les plus marquants de son influence fut le mariage diplomatique entre Ramsès II d'Égypte et une princesse hittite. Si ce mariage fut possible, ce fut en grande partie grâce à Puduepa. Elle échangea directement avec le pharaon, écrivant des lettres où transparaissent à la fois la diplomatie et une assurance tranquille. Elle ne s'adressait pas à Ramsès comme à un supérieur, mais comme à un égal, parfois même avec une pointe de supériorité maternelle. Elle lui rappelait, avec calme mais fermeté, les termes du traité de paix, l'importance du respect des alliances, la dignité des princesses hittites destinées à rejoindre sa cour. Ces mots franchissaient les frontières avec autant de poids que les armées. Puduepa ne fut pas seulement une diplomate, elle participa aussi activement à l'organisation religieuse de l'Empire. On lui attribue une volonté de réformer et de structurer le panthéon hittite, trop vaste et complexe. Face à la multitude de dieux accumulés par les conquêtes, elle chercha à clarifier, à hiérarchiser, à donner un ordre à ce labyrinthe divin. Son esprit pratique et théologique transparaît dans les textes. Elle tenta d'unifier ce panthéon de 1000 noms, de lier les divinités locales aux grands dieux de l'Empire. Ce rôle de réformatrice religieuse, fidèle bien plus qu'une reine, une gardienne de l'équilibre spirituel. Son influence se ressent aussi dans la justice. Des documents la présentent comme médiatrice dans des affaires juridiques, jugeant ou arbitrant des litiges. Son autorité n'était pas seulement symbolique, elle participait aux décisions qui touchaient indirectement la vie des sujets. Cette dimension juridique, diplomatique et religieuse fait de Puduepa une figure unique, presque moderne, dans l'histoire antique. La correspondance retrouvée entre Puduepa et les souverains étrangers révèle une personnalité forte, consciente de son rang et de son rôle. Dans une lettre adressée à Ramsès II, elle insiste sur la dignité de sa fille envoyée en Égypte, rappelant que la princesse ne devait pas être traitée comme une concubine, mais comme une véritable épouse royale. Ces mots transpirent d'une fierté nationale et d'un sens aigu de l'honneur. Derrière ces lignes, c'est tout un peuple qui parle, une civilisation qui refuse d'être diminuée. Ce pouvoir des reines hittites ne fut pas une exception isolée. Avant Puduhepa, d'autres Tawanana avaient déjà exercé une influence déterminante. Certaines régnaient en tant que régentes lors de la minorité de leurs fils, d'autres gouvernaient aux côtés de leur époux. Cette tradition révèle un trait singulier de la société hittite, l'intégration du féminin au cœur du pouvoir. Alors que dans de nombreux royaumes voisins les reines restaient dans l'ombre, chez les Hittites, elles s'avançaient au grand jour, participant aux décisions majeures. Pour comprendre cette singularité, il faut revenir à la conception hittite du pouvoir. Le roi, en tant que grand prêtre et chef militaire, ne pouvait porter seul le poids de la médiation avec les dieux. La reine, investie d'une autorité religieuse équivalente, complétait et renforçait ce pouvoir. Le couple royal formait ainsi une dualité sacrée, un reflet terrestre des divinités célestes. Cette vision explique pourquoi les reines hittites purent exercer une telle influence. Elles n'étaient pas de simples épouses, mais des piliers du pouvoir sacré. Aujourd'hui, la figure de Puduepa nous parvient comme une ombre tenace. Ses lettres, gravées dans l'argile, conservent la netteté de son caractère. On y perçoit une femme de pouvoir, une stratège, une mère soucieuse de l'avenir de ses enfants, une prêtresse consciente de son rôle dans l'ordre cosmique. Son nom traverse les millénaires non pas comme une relique poussiéreuse, mais comme une voix encore vibrante. Elle incarne cette part féminine de l'histoire antique que le temps tenta d'effacer, mais que l'argile a su préserver. Lorsque l'on contemple cette mémoire, une impression demeure. Les Hittites avaient compris que la stabilité d'un empire ne reposait pas seulement sur les chars et les murailles, mais aussi sur l'équilibre des forces, sur la complémentarité entre le roi et la reine. Dans ce monde d'ombres et de secrets, Puduhepa apparaît comme une lumière discrète mais tenace, un témoignage de l'intelligence et de la force des femmes dans un temps où leur voix semblait vouée au silence. Et c'est cette voix, prolongée à travers les tablettes et les traités, qui nous conduit vers une autre dimension du pouvoir hittite, celle des scribes, des diplomates et des messagers qui, à l'ombre des rois et des reines, tenaient les fils invisibles de l'Empire. Après la force des reines, il est temps d'écouter ces autres voix, moins visibles mais tout aussi essentielles, celles des scribes du silence.
Dans les couloirs sombres des palais hittites, entre les salles des rois et les sanctuaires des dieux, travaillèrent des hommes dont la voix n'était jamais la leur. Ils gravèrent dans l'argile les paroles des souverains, les décisions des cours, les prédictions, les prières des prêtres. Leurs mains, calleuses mais précises, maniant le calame avec la rigueur d'un artisan et la discrétion d'un confident. Ces scribes, presque invisibles dans les récits officiels, furent pourtant les gardiens de la mémoire hittite. Sans eux, rien ne nous serait parvenu. Ils furent les artisans du silence, les médiateurs d'un monde qui écrivait pour durer au-delà des siècles. Le rôle des scribes dépassait de loin la simple transcription. Ils étaient les relais de la diplomatie, les instruments de la politique étrangère, les témoins silencieux des négociations les plus secrètes. Dans les archives de Hattusa, des milliers de tablettes témoignent de leurs efforts. Lettres adressées aux rois étrangers, traités de paix, instructions envoyées aux vassaux, chaque signe gravé était une pierre ajoutée à l'édifice fragile de l'Empire. Leurs tablettes étaient autant de messages scellés par le feu, transportés par des messagers à travers les routes poussiéreuses de l'Anatolie et du Levant. La diplomatie hittite avait quelque chose de subtil et de tenace. Dans un monde où la guerre était fréquente et brutale, les Hittites avaient compris que les mots pouvaient parfois accomplir ce que les chars ne pouvaient pas. Les scribes rédigeaient des lettres en plusieurs langues, le hittite pour l'usage interne, mais surtout l'akkadien, langue diplomatique du Proche-Orient. Ainsi, leurs messages pouvaient être lus et compris dans les cours de Babylone, d'Assyrie ou d'Égypte. Chaque mot était choisi avec soin, chaque formule portait une nuance de respect ou de menace voilée. Parmi les documents retrouvés, certains révèlent la complexité de cette diplomatie. Les rois hittites entretenaient une correspondance suivie avec les pharaons d'Égypte. Les lettres montrent non seulement des échanges de biens précieux, or, chevaux, objets de luxe, mais aussi des discussions sur des alliances, des mariages, des traités. On y trouve des rappels insistants, des réprimandes polies, des revendications de respect mutuel. Dans ces dialogues figés dans l'argile, on perçoit un monde où chaque mot pouvait peser aussi lourd qu'une armée. Le travail des scribes n'était pas seulement de rédiger, mais aussi de préserver. Les tablettes étaient soigneusement archivées dans des pièces dédiées, empilées, cataloguées. Certaines contenaient des copies, afin de garantir que le message ne se perde pas en route. Ce soin révèle l'importance accordée à la mémoire écrite. Pour les Hittites, la parole royale devait survivre aux distances et au temps. Une fois inscrite dans l'argile, elle devenait inaltérable, presque sacrée. Les scribes étaient aussi les gardiens d'un savoir plus intime, les prières, les incantations, les mythes. Ils gravèrent des hymnes aux dieux, des récits fondateurs, des instructions rituelles. Ces textes, bien qu'apparemment éloignés de la politique, faisaient en partie du même ensemble. Car chez les Hittites, le religieux et le politique n'étaient pas séparés. Une tablette pouvait contenir à la fois une prière pour conjurer une épidémie et un ordre royal destiné à calmer une révolte. Dans les deux cas, la force du mot inscrit était considérée comme un outil pour rétablir l'ordre. La figure du scribe est fascinante parce qu'elle incarne une contradiction. Invisible et effacé, il était pourtant indispensable. Ces mots, écrits au nom du roi, n'étaient pas les siens, mais c'est sa main qui les fixait pour l'éternité. Il était à la fois absent et omniprésent. Dans chaque trait gravé, on devine une patience infinie, une attention aux détails qui transformait un simple message en un objet immortel. Il existait aussi une dimension secrète dans leur travail. Les tablettes diplomatiques ne circulaient pas seules, elles étaient accompagnées de messagers, parfois porteurs de mots non écrits, de confidences destinées à ne jamais être gravées. Mais il arrivait que certaines de ces paroles soient consignées en marge, presque en chuchotement. Ces ajouts révèlent une diplomatie de l'ombre, où l'écrit et l'oral se complétaient. Les scribes étaient alors des complices silencieux, les témoins de ce qui ne devait pas être dit, mais qui devait malgré tout être noté. Dans les lettres hittites adressées aux vassaux syriens, on lit une tension constante, promesse de protection contre les ennemis, mais aussi menace de représailles en cas de trahison. Ces lettres, souvent très détaillées, montrent que les scribes savaient manier la rhétorique du pouvoir. Leur langage oscillait entre douceur et fermeté, entre générosité et menace. Ils écrivaient comme on tisse un filet, avec patience et une efficacité discrète. La découverte de ces tablettes au XIXe et XXe siècle a bouleversé notre compréhension du monde hittite. Là où l'on croyait à un peuple guerrier avant tout, on découvrit un empire où les mots avaient autant de valeur que les armes. Les scribes, dans
dans leur silence, avaient préservé la mémoire d'un peuple qui croyait en la force de l'écriture. Grâce à eux, les Hittites parlent encore aujourd'hui, malgré l'effondrement de leurs murailles. La diplomatie hittite, transmise par leurs scribes, offre une leçon intemporelle. Elle nous rappelle que les empires les plus puissants ne survivent pas seulement par la force brute, mais par l'art subtil des échanges. Les Hittites savaient que chaque mot pouvait être une arme, chaque formule un traité, chaque signe un gage d'alliance. Ils comprenaient qu'en est que l'information, soigneusement consignée et transmise, pouvait modeler le monde avec autant de force qu'une armée. Aujourd'hui, contempler ces tablettes, c'est ressentir la présence fantomatique des scribes. Ils ne signaient pas leurs œuvres, ils ne laissaient pas leurs noms, mais ils ont gravé l'histoire avec une persistance que rien n'a effacée. Leurs kalam zvota étaient des instruments de pouvoir, leurs mains les gardiennes d'un empire disparu. De ce silence écrit, de ces mots figés dans l'argile, nous glissons vers une autre ombre, celle du déclin. Car malgré la richesse de ses archives, malgré la subtilité de ses diplomates et la force de ses armées, l'empire hittite connut un crépuscule brutal. Ses scribes cessèrent d'en décrire, ses temples se vidèrent, ses portes se brisèrent. L'effondrement, soudain et inexpliqué, marqua la fin d'un monde. C'est vers ce crépuscule qu'il faut maintenant se tourner, pour comprendre comment un empire si puissant put s'éteindre dans le silence. L'histoire des Hittites, longue et foisonnante, s'achève dans une obscurité que même leurs tablettes d'argile ne parviennent pas à dissiper. Les archives se taisent brusquement, les temples s'éteignent, les murailles de Hattusa tombent en silence. Ce qui avait été un empire vaste et puissant s'effondre presque sans trace, laissant au siècle suivant une énigme qui nourrit encore nos questionnements. Comment une civilisation capable de rivaliser avec l'Égypte et Babylone a-t-elle pu disparaître si soudainement ? Quelles ombres se sont abattues sur l'Anatolie pour faire disparaître un peuple qui avait su unir 1000 dieux et 1000 routes ? À la fin du XIIIe siècle avant notre ère, les signes du déclin apparaissent déjà. Les lettres hittites deviennent plus pressantes, les traités plus fragiles. Les vassaux syriens montrent des signes de rébellion, les alliances vacillent. L'économie, basée sur le contrôle des routes et des métaux, s'effrite. Les famines s'installent, mentionnées dans les tablettes comme une plaie récurrente. Le climat peut-être se fait plus capricieux. Sécheresse et mauvaises récoltes affaiblissent le peuple et l'armée. Dans ce contexte fragile, l'empire hittite se trouve pris en étau, car au-delà des frontières, de nouvelles forces se lèvent. Les Assyriens, au sud-est, se renforcent et grignotent des territoires autrefois soumis aux Hittites. Les Égyptiens, bien que liés par un traité, observent de loin l'affaiblissement de leur ancien rival. Mais la menace la plus mystérieuse vient de l'ouest et de la mer. Ces peuples énigmatiques que les chroniques égyptiennes appellent les peuples de la mer. Des vagues de migration, de pillage et d'invasion bouleversent alors tout le Proche-Orient. Des royaumes entiers disparaissent, des cités s'effondrent. Les Hittites, au cœur de cette tourmente, n'y survivent pas. Les peuples de la mer ne sont pas clairement identifiés. Était-ce une coalition de migrants poussés par la faim, des pirates organisés, des réfugiés d'autres royaumes déjà détruits? Nul ne le sait vraiment. Mais leurs traces se retrouvent dans toutes les régions frappées par l'effondrement de l'âge du bronze. L'Égypte, sous Ramsès III, parvient à les repousser non sans peine, mais les Hittites, déjà affaiblis, n'ont pas cette chance. Les routes commerciales s'interrompent, les greniers se vident, les vassaux abandonnent, l'édifice s'écroule, pierre après pierre. L'abandon de Hattusa reste l'un des symboles les plus poignants de ce déclin. La capitale, autrefois protégée par ses portes monumentales, est désertée. Ses temples, ses palais, ses archives cessent de fonctionner. Les tablettes ne racontent plus rien. Elles s'interrompent comme si les scribes avaient fui ou avaient été réduits au silence. L'image de cette ville vidée de sa force frappe l'imaginaire. Un lieu bâti pour durer, dressé contre l'oubli, se retrouve livré aux herbes et au vent. Il ne faut pas voir dans cet effondrement une seule cause. L'histoire n'offre pas de réponse simple. Ce fut sans doute une combinaison. Les famines, les révoltes internes, la pression militaire, les invasions venues de la mer, la fragilité d'un empire trop vaste. Le système hittite, complexe et multipolaire, ne résista pas à l'accumulation des crises. Quand les fondations craquèrent, tout l'édifice s'écroula. Pourtant, l'effondrement n'effaça pas entièrement la mémoire hittite. Dans certaines régions, des royaumes néo-hittites les survécurent, surtout dans le sud de l'Anatolie et en Syrie.
Ces petits États reprirent une partie des traditions, des cultes, des symboles, mais ils n'avaient non plus l'ampleur ni la puissance de l'ancien empire. Ils étaient les fragments d'un monde brisé, les éclats dispersés d'un miroir éclatant. L'oubli, lui, fit le reste. Pendant des siècles, les Hittites disparurent de la mémoire des peuples. Les textes bibliques n'en gardaient qu'un souvenir vague, les décrivant comme une tribu parmi d'autres. Les Grecs et les Romains ne les mentionnaient plus. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des archéologues, en découvrant les ruines de Hattusa et les tablettes inscrites, ressuscitèrent leur nom. Pendant 3 millénaires, les Hittites avaient été engloutis par l'ombre, comme si leur empire n'avait jamais existé. Ce silence pose une question troublante. Comment une civilisation qui avait bâti l'un des premiers traités de paix internationaux, qui avait gravé des milliers de tablettes, qui avait dominé les routes de l'Anatolie, a-t-elle pu être effacée si complètement ? Était-ce le hasard cruel de l'histoire, ou bien la conséquence d'une volonté d'oubli, d'une mémoire volontairement effacée par les vainqueurs ? L'absence de sources contemporaines amplifie le mystère. Ce que nous savons des Hittites vient presque toujours de leurs ennemis ou de leurs ruines. Leur voix propre, malgré les tablettes, reste fragmentaire, interrompue. Le crépuscule hittite n'est donc pas seulement une disparition politique, c'est aussi un effacement de mémoire. Dans cette double mort, celle des villes et celle des récits, réside une forme d'énigme. L'histoire ne conserve pas tout. Elle choisit, elle trie, elle oublie. Les Hittites furent parmi ceux que l'histoire rejeta dans ses marges, avant que les archéologues ne les ramènent à la lumière. En contemplant cet effondrement, on est frappé par la résonance qu'il peut avoir avec d'autres moments. Des empires qui semblaient éternels se sont écroulés, des civilisations florissantes se sont effacées, laissant derrière elles des ruines muettes. Le destin hittite devient alors un miroir. Il nous rappelle la fragilité des puissances, la vulnérabilité des édifices humains face aux crises multiples. Ce que l'on croit immuable peut disparaître en une génération. Pourtant, dans la poussière de leur déclin, les Hittites continuent à nous parler. Leur chute est un avertissement, mais aussi une invitation à chercher dans les ombres ce que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Car derrière l'effondrement, d'autres énigmes se profilent. Parmi elles, la plus troublante concerne ces peuples mystérieux venus de la mer, ces acteurs de l'ombre qui frappèrent à la fois les Hittites, les Égyptiens et tant d'autres royaumes. Pour comprendre la disparition hittite, il faut suivre leurs traces, énigmatiques et insaisissables, dans le tumulte de l'âge du bronze finissant. Lorsque l'empire hittite s'éteignit dans les flammes et l'oubli, un nom surgit dans les chroniques égyptiennes comme une explication commode, celui des peuples de la mer. Ils apparaissent brusquement, venus des horizons marins, mystérieux et insaisissables, porteurs de destruction. Ramsès III, dans ses inscriptions, les décrit comme une vague inarrêtable, un raz-de-marée humain qui aurait renversé royaumes et cités. Mais qui était-il vraiment ? Migrants poussés par la famine, aventuriers cherchant de nouvelles terres, ou simple construction d'un récit destiné à masquer d'autres causes plus profondes ? La vérité demeure incertaine, et c'est dans cette incertitude que réside toute la fascination de leur énigme. Les peuples de la mer sont mentionnés surtout dans les textes égyptiens. Les reliefs du temple de Médine-Abou montrent leurs navires, leurs armées affrontant les soldats de Ramsès III. Ils sont nommés Pélesset, Tcheker, Shekelesh, Denyen, Weshesh, autant de noms obscurs dont certains semblent liés à des peuples que l'on retrouvera plus tard dans la Méditerranée. Les Pélesset évoquent les Philistins, les Denyen rappellent les Dédanans de la tradition grecque, les Shekelesh pourraient beau renvoyer aux Sicules. Mais rien n'est certain. Ces identifications sont hypothèses, conjectures fragiles sur lesquelles plane toujours l'ombre du doute. Ce que disent les Égyptiens, c'est qu'ils arrivèrent en vague mêlant guerriers, femmes, enfants, chariots et bétail. Ils n'étaient pas seulement des pillards, ils venaient avec l'intention de s'installer, de trouver de nouvelles terres. Leurs navires, représentés sur les reliefs, semblent adaptés à la haute mer, preuve d'une culture maritime avancée. Leur arrivée bouleversa l'équilibre fragile de l'âge du bronze, frappant de plein fouet des royaumes déjà affaiblis. Les Hittites, eux, ne laissèrent presque aucune trace écrite de ces envahisseurs. Leur silence est assourdissant. Peut-être furent-ils trop occupés à lutter, peut-être furent-ils balayés avant même de pouvoir consigner l'événement. Les archéologues notent cependant que de nombreuses cités anatoliennes furent détruites à la fin du XIIIe siècle avant notre ère. Des couches de cendres recouvrent des ruines, témoignant d'incendies soudains. Ces destructions pourraient en être liées au peuple de la mer, mais elles pourraient tout aussi bien résulter de révoltes internes ou d'autres guerres régionales. L'énigme demeure.
Certains chercheurs avancent que ces peuples ont été le produit d'une crise plus large. Un effondrement systémique toucha alors l'ensemble du Proche-Orient, sécheresse prolongée, famine, instabilité politique. Des populations entières, privées de ressources, auraient repris la mer en quête de terres fertiles. Les peuples de la mer seraient alors moins des envahisseurs que des réfugiés désespérés, poussés par la nécessité. Leur violence ne serait pas l'expression d'une barbarie gratuite, mais celle de la survie. D'autres théories les relient à des migrations venues de l'Égée. Le monde mycénien, en pleine crise à la même époque, aurait rejeté vers l'est des groupes en quête de nouveaux horizons. La chute des palais des Mycéniens, les guerres internes et la pression démographique auraient en provoqué un mouvement migratoire qui se répercuta jusqu'en Anatolie et au Levant. Dans cette perspective, les Hittites auraient été victimes d'un phénomène qui les dépassait, d'un déplacement massif de populations bouleversant toute la Méditerranée. Mais au-delà des explications rationnelles, il reste une dimension mythique. Les peuples de la mer apparaissent comme des spectres, des figures de l'ombre surgissant des vagues pour détruire ce que les siècles avaient rebâti. Leur image résonne comme un archétype, l'ennemi venu d'ailleurs, inconnu et insaisissable. Peut-être est-ce pour cette raison que leur mémoire fut amplifiée par les Égyptiens. En présentant ces envahisseurs comme les responsables du chaos, Ramsès III pouvait se poser en sauveur, en protecteur du monde connu. Ainsi, la légende des peuples de la mer naquit peut-être autant de la propagande que de la réalité. Pourtant, leur empreinte ne s'effaça pas complètement. Certains de ces peuples s'installèrent dans le Levant, devenant des acteurs des siècles suivants. Les Philistins, mentionnés dans la Bible, semblent liés aux Pélissètes décrites par les Égyptiens. Leur culture matérielle, retrouvée dans les fouilles, montre des influences venues de l'Égée. Les peuples de la mer ne disparurent donc pas. Ils se fondirent dans de nouvelles sociétés, laissant derrière eux une trace diffuse mais persistante. Ce qui demeure fascinant, c'est la manière dont leur apparition coïncide avec l'effondrement général de l'âge du bronze. Les royaumes hittites, mycéniens, hourites et tant d'autres s'écroulèrent en l'espace de quelques décennies. Les peuples de la mer furent-ils la cause, le symptôme ou simplement les héritiers de ce cataclysme ? Peut-être furent-ils tout cela à la fois un facteur aggravant, une conséquence des crises climatiques et politiques et les nouveaux occupants d'un monde en ruine. Aujourd'hui encore, l'image des peuples de la mer plane comme une énigme sur notre compréhension de cette époque. Archéologues et historiens tentent donc de reconstituer leur origine, mais les preuves restent fragmentaires. Quelques poteries, quelques armes, des noms épars dans les textes, autant d'indices dispersés qui ne composent jamais un portrait complet. Ils demeurent une ombre, une légende inscrite dans la mémoire des vaincus et des survivants. Pour les Hittites, cette ombre fut fatale. Leur empire, déjà fragilisé, ne put résister à la pression de ces mouvements. Leurs routes commerciales furent coupées, leurs cités incendiées, leur capitale abandonnée. Les scribes cessèrent d'écrire, les prêtres cessèrent d'offrir des sacrifices. Ce fut une fin sans épopée, un silence imposé par la force de l'histoire. Les peuples de la mer devinrent alors, qu'ils l'aient aimé voulu ou non, les bourreaux d'un empire qui avait pourtant dominé le cœur de l'Anatolie. Et pourtant, derrière ce rôle de destructeur, il reste possible de voir une autre image, celle de porteurs de transformation. En renversant les anciens royaumes, ils ouvrirent la voie à de nouvelles cultures, à de nouveaux équilibres. Leur violence fut peut-être la matrice d'un renouveau, la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Ainsi la question demeure suspendue. Furent-ils des envahisseurs barbares, des réfugiés en quête de survie, ou des acteurs involontaires d'une mutation inévitable ? La vérité se dissout dans le brouillard du temps, et peut-être est-ce là le véritable sens de leur légende, incarner l'inconnu, l'imprévisible, la force venue de l'horizon. En quittant la silhouette de ces peuples mystérieux, nous revenons à une autre énigme, celle de la mémoire. Car si les Hittites disparurent, leur oubli fut presque aussi frappant que leur chute. Leur nom se perdit dans les brumes de l'histoire, comme si une main invisible avait voulu effacer jusqu'au souvenir de leur existence. C'est vers cette disparition de la mémoire, vers cette arme de l'oubli, que nous devons maintenant tourner le regard. Lorsque l'on évoque la chute des Hittites, ce n'est pas seulement un empire qui s'effondre, mais une mémoire entière qui se dissout. Les murailles s'écroulent, les tablettes cessent d'être gravées, les voix des rois et des reines s'éteignent dans le silence. Pourtant, le plus étrange n'est pas la disparition matérielle, mais l'oubli presque total qui suivit. Pendant plus de 3 millénaires, le nom des Hittites disparut de l'histoire humaine, comme si leur existence avait été volontairement effacée. À peine quelques échos dans les textes bibliques
où l'on mentionne des Hittites comme un peuple mineur parmi d'autres, sans que rien n'évoque l'immensité de leur empire. Cet effacement ne fut pas un hasard. Il ressemble à une arme, une mise à l'écart délibérée dans le grand récit des vainqueurs, car l'histoire était rarement un enregistrement neutre. Elle est façonnée par ceux qui survivent et qui décident ce qui mérite d'être retenu. Dans le cas des Hittites, ce furent leurs ennemis et leurs voisins qui prirent la plume, et ils n'avaient aucun intérêt à glorifier un peuple disparu. Les Assyriens, devenus puissance montante, effacèrent les traces de leur rivalité passée. Les Égyptiens, qui avaient pourtant signé avec eux l'un des premiers traités de paix, préférèrent en conserver dans la pierre l'image d'un Ramsès triomphant plutôt que l'ombre d'un partenaire égal. L'oubli devint un moyen de réécrire l'histoire, de transformer un adversaire redouté en simple souvenir effacé. La disparition hittite illustre la fragilité de la mémoire collective. Ce qui n'est pas répété, ce qui n'est pas gravé, s'efface. Les tablettes de Hattusa dormaient sous la terre, mais personne ne pouvait plus les lire. Les langues hittites elles-mêmes moururent, laissant leurs signes muets. Ainsi, la mémoire des Hittites ne s'effaça pas seulement parce qu'ils tombèrent, mais parce que plus personne n'était là pour transmettre leur voix. L'oubli agit comme une seconde mort, plus profonde encore que l'effondrement matériel. Il est troublant de constater que cet oubli fut presque parfait. Pendant des siècles, les voyageurs foulèrent dans les ruines de Hattusa sans savoir quel peuple y avait vécu. Les paysans anatoliens ramassaient là parfois des fragments de tablettes d'argile, sans en deviner l'importance. Les récits en grec et romain ne mentionnaient en rien, comme si l'empire hittite n'avait jamais existé. Dans ce silence, d'autres civilisations purent écrire leur propre grandeur, libres de toute concurrence avec un peuple qui avait pourtant dominé leur monde. Mais l'oubli, s'il fut une arme, fut aussi une énigme. Comment un empire aussi puissant, capable de signer un traité avec l'Égypte et de contrôler des routes vitales, put-il disparaître sans laisser de mémoire vivante ? Peut-être que les Hittites n'avaient pas le même souci de la postérité que d'autres peuples. Leurs textes, très techniques et pragmatiques, servaient surtout à l'administration et au rituel. Contrairement aux Égyptiens, ils ne gravèrent pas sur leurs monuments de grandes épopées destinées à l'éternité. Ils écrivaient pour le présent, non pour les siècles. Ce choix, ou cette habitude, contribua peut-être à leur effacement. Il y a aussi une dimension symbolique à cette disparition. Les Hittites, en accumulant les dieux et les influences, en mélangeant les langues et les peuples, avaient en construit un empire divers mais fragile. Lorsque ce tissu se déchira, rien ne resta qui pût soutenir la mémoire. Pas de continuité culturelle forte, pas de religion centralisée qui aurait survécu, pas de langue vivante pour porter leur nom. Leur héritage se dilua dans les royaumes néo-hittites, puis dans les cultures voisines. Ce fut un effacement par dispersion, une mémoire éclatée en fragments que plus personne ne sut relier. Ce silence peut être lu comme un avertissement, car il montre que l'histoire n'est pas toujours fidèle à la réalité des puissances. Ce ne sont pas forcément les plus grands empires qui restent dans la mémoire, mais ceux qui savent construire un récit durable. Les Égyptiens, avec leurs temples et leurs hiéroglyphes gravés dans la pierre, se sont imposés dans l'imaginaire collectif. Les Hittites, avec leurs tablettes fragiles et leur écriture oubliée, sombrèrent dans l'ombre. Leur effacement n'est pas seulement une conséquence du temps, mais une illustration de la bataille des récits. Lorsque les archéologues du XIXe siècle redécouvrirent Hattusa, ce fut comme réveiller un fantôme. Brusquement, un peuple oublié surgit à nouveau, avec ses milliers de tablettes, ses murailles immenses, ses dieux innombrables. Cette redécouverte bouleversa notre compréhension de l'Antiquité. Elle montra que l'oubli peut être vaincu, mais seulement au prix d'une patience infinie, d'un travail de fouille et de traduction. Les Hittites avaient été effacés, mais pas détruits. Leur mémoire, dispersée et silencieuse, attendait sous la terre que des mains curieuses la fassent parler à nouveau. Ainsi, l'oubli se révèle comme une arme à double tranchant. Il peut priver une civilisation de mémoire pendant des millénaires, mais il peut aussi créer une aura de mystère lorsqu'elle ressurgit. Les Hittites, longtemps effacés, sont revenus dans l'histoire avec une intensité redoublée, comme une énigme fascinante. Leur disparition devient alors non pas seulement une perte, mais une invitation à explorer les zones d'ombre, à écouter les silences aussi attentivement que les récits. En quittant cette réflexion sur la mémoire effacée, il est temps de se tourner vers l'autre face de cette énigme, la redécouverte. Car si l'oubli fut une arme qui raya les Hittites de la mémoire humaine, l'archéologie fut l'outil qui les ressuscita. Des siècles après leur disparition, les pierres et les tablettes parlèrent à nouveau.
C'est cette résurrection menée par les chercheurs et les voyageurs du XIXe siècle qui nous permet aujourd'hui de reconstituer leur monde. Pendant des millénaires, les Hittites demeurèrent des spectres invisibles. Leurs noms, effacés des chroniques, ne survivaient que dans de vagues allusions bibliques. Leurs murailles étaient devenues des collines anonymes recouvertes d'herbes et d'arbres. Leurs tablettes dormaient dans la terre, scellées tarençant par le feu des anciens incendies. Ainsi le monde passa des siècles sans savoir qu'un empire avait un jour régné depuis Hattusa. Ce n'est qu'au XIXe siècle, à une époque où l'Europe se passionnait pour les civilisations antiques, que les ombres hittites commencèrent à réapparaître. Ce fut une résurrection lente, fragmentaire, faite de doutes, de fouilles, de déchiffrements obstinés. Tout commença avec des voyageurs curieux. Des explorateurs, souvent diplomates ou missionnaires, parcouraient en l'Anatolie, cherchant des traces du passé. Ils découvrirent ça des inscriptions étranges, des pierres sculptées, des vestiges monumentaux. Mais nul ne savait encore à qui attribuer ces ruines. Les Grecs anciens n'en parlaient pas, les Romains non plus. On croyait parfois à des restes assyriens, parfois à des monuments phrygiens. L'identité de ces bâtisseurs demeurait insaisissable. Au milieu du XIXe siècle, l'attention se porta sur un site en particulier, Boğazköy, au cœur de l'Anatolie centrale. Là, dans un paysage de collines et de vallées, se dressaient des murs cyclopéens, d'énormes blocs de pierre formant encore des portes monumentales, des reliefs mystérieux représentaient des dieux processionnant, des sphinx, des lions. Les habitants du lieu connaissaient alors ces ruines, mais c'est grâce aux voyageurs européens qu'elles attirèrent enfin l'attention scientifique. Boğazköy allait bientôt révéler son nom ancien, Hattusa. Les premières fouilles furent prudentes, limitées par les moyens techniques et la méconnaissance du site. Mais très vite, des trésors inattendus apparurent. On découvrit des tablettes d'argile couvertes de signes cunéiformes. Au départ, ces tablettes furent considérées comme de simples documents assyriens, car l'écriture cunéiforme était associée à la Mésopotamie. Mais leur contenu allait bouleverser cette idée, car parmi elles, une langue nouvelle apparut, inconnue, qui ne ressemblait ni à l'akkadien, ni au sumérien, ni aux autres idiomes déjà déchiffrés. C'était la voix des Hittites, ressurgie après 3000 ans de silence. Le déchiffrement de cette langue fut une aventure en soi. En 1915, un linguiste tchèque, Bedřich Hrozný, apporta la clé. En étudiant attentivement les tablettes, il remarqua des ressemblances frappantes avec les langues indo-européennes. Il identifia des mots qui rappelaient des racines encore présentes dans les langues modernes, comme l'anglais ou l'allemand. Brusquement, le voile se leva. Le hittite était la plus ancienne langue indo-européenne connue. Cette découverte ne fit pas seulement renaître une civilisation, elle bouleversa aussi notre compréhension des origines linguistiques de l'Europe et d'une partie de l'Asie. À mesure que les fouilles progressaient, l'ampleur de la civilisation hittite devint plus claire. Les archéologues mirent au jour des milliers de tablettes, révélant un monde complexe fait de diplomatie, de religion, de mythes et de guerres. On découvrit le traité de paix avec l'Égypte, les prières des rois, les rituels détaillés, les annales militaires. Chaque fragment d'argile ajoutait une voix au cœur ressuscité de ce peuple oublié. Les murailles de Hattusa, les sanctuaires de Yazilikaya, les portes ornées de lions et de sphinx reconstituèrent l'image d'une capitale jadis flamboyante. La redécouverte des Hittites ne fut pas seulement un travail scientifique, mais aussi une rencontre troublante avec l'oubli. Car en ramenant à la lumière ce peuple effacé, les archéologues mirent en évidence la fragilité de l'histoire humaine. Un empire qui avait signé des traités avec Ramsès II, qui avait dominé la Syrie et l'Anatolie, avait pu disparaître si complètement que son existence même fut niée. Cette résurrection tardive fut une leçon. Ce que l'on croit éternel peut se perdre, et ce que l'on croit disparu peut ressurgir. Les fouilles de Boğazköy continuèrent tout au long du XXe siècle, révélant peu à peu la topographie de la capitale. On identifia les temples, les palais, les quartiers résidentiels. Les archives royales permirent de comprendre le fonctionnement administratif d'un empire qui gérait avec précision ses provinces et ses vassaux. Les reliefs de Yazilikaya, représentant une procession de dieux, confirmèrent la richesse d'un panthéon aux 1000 noms. Chaque découverte ouvrait une fenêtre sur un monde qui avait été scellé dans la terre pendant des millénaires. Aujourd'hui encore, les recherches se poursuivent. Hattusa est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses ruines attirent des voyageurs venus contempler les traces d'un peuple ressuscité.
Les tablettes sont conservées dans des musées, étudiées par des spécialistes qui continuent à déchiffrer des fragments, à reconstituer des mythes et des histoires. Le travail est sans fin. Chaque signe cunéiforme peut révéler une nuance, une voix oubliée. La redécouverte des Hittites est plus qu'une simple victoire archéologique. Elle est une méditation sur le temps, sur la manière dont l'histoire se construit et se déconstruit, car ce peuple, disparu dans le silence, a finalement trouvé une seconde vie dans la curiosité des hommes modernes. L'oubli qui avait été leur tombeau est devenu le terreau de leur mystère. Leur absence prolongée leur a donné une aura presque mythique, comme si leur résurrection archéologique était une forme d'immortalité. Et c'est dans ce paradoxe que réside leur force actuelle. Plus oubliés que bien des peuples, mais finalement plus fascinants lorsqu'ils réapparaissent. Chaque pierre, chaque tablette devient une énigme qui attire notre regard. Leur redécouverte au XIXe siècle n'a pas seulement ressuscité un empire, elle a rappelé que l'histoire elle-même est pleine de gouffres, de silences, d'ombres à explorer. En quittant les archéologues penchés sur leurs tablettes, en laissant derrière nous les collines de Bogasköy et les reliefs de Yazilikaya, une question demeure. Qu'est-ce qui subsiste vraiment d'un peuple disparu ? Si les Hittites ont ressurgi grâce aux ruines et aux mots gravés, leur héritage continue-t-il d'influencer le présent ? Ont-ils laissé des traces invisibles, des empreintes dans nos langues, dans nos croyances, dans nos traditions ? C'est vers cette question que nous devons maintenant nous tourner, pour sonder l'héritage invisible des Hittites, au-delà des pierres et des archives. Quand un empire s'éteint, il laisse derrière lui des ruines visibles. Murailles effondrées, temples désertés, tablettes brisées. Mais il existe aussi des traces invisibles, des empreintes plus subtiles qui traversent le temps sans que nous en ayons toujours conscience. Les Hittites, disparus depuis plus de 3000 ans, semblent avoir été engloutis par l'oubli. Pourtant, leur héritage subsiste discret, enfoui dans nos langues, dans nos mythes, dans certains gestes de civilisation qui nous paraissent si anciens qu'ils en deviennent anonymes. Derrière le silence apparent, les Hittites continuent de respirer à travers des fragments insoupçonnés. Leur plus grande contribution à notre monde réside sans doute dans leur langue. Le hittite, déchiffré au début du XXe siècle, s'est révélé être la plus ancienne langue indo-européenne attestée par l'écriture. Ce fait seul bouleversa la linguistique, car en lisant ces tablettes, les chercheurs découvrirent des mots qui rappelèrent des racines encore présentes dans les langues modernes. Certains termes hittites résonnent avec le latin, le grec ancien, et même avec l'allemand ou l'anglais. Ce lien soudain tendu à travers les millénaires fit des Hittites les témoins oubliés de la naissance d'une famille linguistique qui allait s'étendre sur une grande partie du monde. Ainsi, chaque fois que nous prononçons des mots enracinés dans cette vaste famille indo-européenne, nous effleurons sans le savoir une mémoire hittite. Mais l'héritage ne se limite pas à la langue. Les Hittites ont aussi transmis des mythes, parfois remodelés, parfois absorbés par d'autres cultures. Le mythe du dieu de l'orage affrontant le dragon Iluyanka, par exemple, évoque une lutte entre l'ordre et le chaos. Ce récit hittite ressemble étrangement à d'autres légendes indo-européennes. Zeus affrontant Typhon, Indra combattant Vritra, Thor luttant contre le serpent de Midgard. Derrière ces parallèles se cache une racine commune, une mémoire mythologique partagée dont les Hittites sont l'un des plus anciens témoins écrits. Leur panthéon, avec ses 1000 dieux, est ainsi un carrefour où se croisent des croyances anatoliennes, mésopotamiennes et indo-européennes, un tissu religieux qui influença les siècles suivants. L'influence hittite se perçoit aussi dans l'art de la diplomatie. Leur traité avec l'Égypte, l'un des plus anciens pactes de paix connus, est plus qu'une curiosité historique. Il inaugure une pratique qui allait devenir centrale dans les relations entre États. L'idée que la guerre ne résout pas tout, que des engagements écrits peuvent lier des puissances rivales. Cette notion, héritée et transformée, se retrouve dans le développement ultérieur du droit international. Aujourd'hui encore, une réplique de ce traité est exposée aux Nations Unies, comme un rappel silencieux que la paix négociée a des racines très anciennes. Dans cette continuité, l'ombre hittite plane discrètement sur les institutions modernes. Leur savoir-faire technique, notamment dans le travail du métal, constitue un autre héritage. Si les Hittites ne furent pas les seuls à expérimenter le fer, leur rôle dans sa diffusion reste essentiel. Le passage du bronze au fer, qui transforma profondément les sociétés antiques, porte en lui la marque de ces forges anatoliennes. Les outils plus résistants, les armes plus solides, changèrent non seulement les guerres, mais aussi l'agriculture, la construction, l'économie.
Derrière chaque soc de charrue en fer, derrière chaque épée plus durable que le bronze, se dessine une continuité de gestes qui trouvent peut-être leur source dans les ateliers hittites. On retrouve aussi leur influence dans des royaumes plus petits qui survécurent à l'effondrement de l'Empire. Les États néo-hittites, installés dans le sud de l'Anatolie et en Syrie, perpétuèrent même des traditions, des cultes et un art qui se diffusèrent ensuite dans les cultures voisines. Certains symboles, comme le lion protecteur ou le dieu armé de la foudre, passèrent dans l'iconographie assyrienne et plus tard dans celle des peuples méditerranéens. Ainsi, même morcelé et affaibli, le monde hittite continua de nourrir d'autres civilisations. Il existe aussi un héritage plus immatériel, plus diffus, celui d'une conception du pouvoir. Chez les Hittites, le roi n'était pas seul à régner. Il partageait son autorité avec la reine, la grande prêtresse, et avec un réseau de scribes et de conseillers. Cette organisation collégiale, ce partage des responsabilités, marqua une différence notable avec d'autres empires plus centralisés. Peut-être cette structure inspira-t-elle indirectement certains modes de gouvernance des royaumes qui suivirent. Elle témoigne en tout cas d'une vision du pouvoir qui reconnaissait l'importance de l'équilibre entre différentes forces. L'héritage hittite nous interroge surtout par sa discrétion. Contrairement aux Égyptiens ou aux Grecs, ils ne laissèrent pas de monuments spectaculaires destinés à l'éternité. Leur mémoire fut brisée, dispersée, absorbée par d'autres cultures. Mais c'est précisément cette discrétion qui les rend fascinants aujourd'hui. Leur héritage n'est pas celui d'une gloire visible, mais celui d'un souffle souterrain, d'un courant caché qui traverse les siècles. Les langues, les mythes, les symboles, les pratiques diplomatiques portent encore la trace de leur passage, comme des empreintes invisibles que l'on ne découvre qu'en fouillant patiemment. Cette survivance discrète nous invite à réfléchir à ce que signifie vraiment hériter d'une civilisation. Est-ce conserver ces monuments intacts, ou bien accueillir ces fragments, ces idées, ces influences dans d'autres cadres ? Les Hittites, malgré leur effacement, ont contribué à des dynamiques plus vastes qui dépassent leur nom et leur mémoire. Leur influence se dilue, mais elle ne disparaît pas. Elle vit encore dans des racines linguistiques, dans des motifs religieux, dans l'idée même que les royaumes peuvent s'unir par un traité plutôt que par l'épée. Ainsi leur héritage est invisible, mais bien réel. Il est dans nos mots, dans nos récits, dans notre manière de concevoir les rapports entre les peuples. Il est dans l'histoire secrète de l'Europe et de la Méditerranée, qui porte en elle un fragment de l'Anatolie hittite. Cet héritage est une respiration discrète, une mémoire qui n'impose pas sa présence mais qui chuchote, comme une voix ancienne que l'on devine derrière le bruit du présent. Et c'est précisément ce chuchotement qui nous conduit à la dernière étape de notre voyage. Car si les Hittites vivent encore à travers ces traces invisibles, leur nom, lui, flotte comme une ombre dans l'histoire universelle. Aujourd'hui, que représentent-ils pour nous ? Sont-ils seulement une curiosité archéologique ou bien une leçon plus profonde sur la fragilité et la persistance des civilisations ? C'est à cette question, à cette présence des Hittites dans notre imaginaire actuel, que nous allons maintenant nous attarder. Dans le grand théâtre de l'histoire, certains peuples semblent rester en pleine lumière, leurs monuments dressés comme des phares visibles de loin. D'autres, au contraire, disparaissent dans les coulisses, effacés par l'ombre et le silence. Les Hittites appartiennent à cette seconde catégorie. Pendant des siècles, leur nom ne fut plus qu'un murmure, une rumeur biblique, une énigme à demi effacée. Aujourd'hui, pourtant, ils réapparaissent, non pas comme une puissance vivante, mais comme des spectres, figures insaisissables, qui nous rappellent à la fois la fragilité de la mémoire et la persistance de certaines présences. Les Hittites sont devenus des fantômes de l'histoire universelle, oubliés, redécouverts et désormais convoqués comme une leçon silencieuse. L'image des Hittites dans notre monde contemporain se construit autour de paradoxes. D'un côté, ils sont célébrés comme une grande civilisation de l'âge du bronze, un empire qui sut rivaliser avec l'Égypte, Babylone et la Syrie. De l'autre, leur nom reste méconnu du grand public, éclipsé par les pyramides ou la gloire grecque. Ils incarnent une histoire souterraine, discrète, qui ne s'impose pas mais qui intrigue. Dans les manuels, leur place est souvent réduite à quelques lignes, mais dans les cercles d'archéologues et de linguistes, leur importance est immense. Leur redécouverte a transformé notre perception de l'Antiquité. Avant les fouilles de Hattusa, on croyait que le Proche-Orient ancien n'avait été dominé que par l'Égypte et la Mésopotamie. Les Hittites se sont venus combler un vide, révélant un troisième acteur de poids, un empire dont la diplomatie, les armées et les dieux avaient façonné les équilibres du monde antique. Leur résurgence a montré que l'histoire que nous croyons connaître est toujours incomplète, que des pans entiers de mémoire peuvent être engloutis puis ressuscités.
Aujourd'hui, les Hittites sont présents dans nos musées, nos bibliothèques, nos conférences. Leurs tablettes sont étudiées, traduites, exposées. Leurs murailles, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirent notamment des visiteurs qui contemplent des pierres muettes mais chargées de mystère. Leur traité avec l'Égypte, exposé en réplique aux Nations Unies, sert de symbole aux idéaux de paix et de diplomatie. Ainsi, les Hittites, jadis effacés, deviennent paradoxalement un emblème moderne de la mémoire retrouvée. Mais leur spectre ne se limite pas aux institutions savantes. Il flotte aussi dans notre imaginaire collectif. Les Hittites incarnent cette idée troublante, qu'un peuple peut dominer un monde, puis disparaître au point de ne laisser aucune trace dans la mémoire des vivants. Ils sont un rappel que la grandeur n'est pas toujours synonyme de postérité, que la puissance peut s'éteindre sans héritage apparent. Cette idée résonne dans notre époque où les empires passés sont souvent invoqués pour réfléchir à notre propre fragilité. Les Hittites deviennent alors une métaphore, celle des civilisations qui se croient éternelles, mais qui s'évanouissent lentement dans l'ombre. Leur présence se fait aussi sentir dans le domaine des langues et des mythes. Chaque fois qu'un linguiste évoque l'origine des langues indo-européennes, le hittite surgit comme un jalon incontournable. Chaque fois qu'un mythe de combat entre un dieu de l'orage et un dragon est étudié, les récits hittites apparaissent en arrière-plan, comme une source parmi les plus anciennes. Leur invisibilité publique contraste avec leur importance scientifique. Ils sont à la fois absents et indispensables. Dans les terres de l'Anatolie, leur mémoire flotte encore dans les paysages. Les ruines de Hattusa, de Yazilkaya et d'autres sites rappellent en leur présence silencieuse. Les voyageurs qui marchent maintenant parmi ces pierres ressentent souvent une impression étrange, celle d'un vide habité, d'un passé trop grand pour être réduit au silence. Les Hittites ne sont pas seulement des vestiges archéologiques, ils sont devenus une atmosphère, un souffle discret qui imprègne encore les collines et les vallées de Turquie centrale. Cette survivance par le paysage et par l'archéologie n'efface pas leur caractère spectral, car les Hittites ne nous parviennent pas avec la clarté d'un récit continu, mais par fragments, par éclats dispersés. Ils sont une énigme à recomposer, un puzzle dont certaines pièces manquent à jamais. Leur mémoire nous oblige à accepter le vide, à regarder l'histoire non pas comme une ligne droite, mais comme une succession de pleins et de creux, de présence et d'absence. Les Hittites aujourd'hui, ce sont donc des spectres qui nous accompagnent, non pour nous effrayer, mais pour nous interroger. Ils nous rappellent que la mémoire humaine est sélective, fragile, et que ce que nous savons de l'Antiquité est toujours provisoire. Ils nous montrent que l'oubli peut durer des millénaires, mais qu'il n'est jamais absolu. Leur redécouverte nous invite à rester attentifs au silence, à chercher dans la poussière ce qui semble perdu. Dans un monde moderne où les civilisations se pensent parfois éternelles, l'exemple des Hittites est une leçon d'humilité. Leur empire, vaste et puissant, s'est effondré et a été effacé presque sans bruit. Pourtant, ils n'ont pas totalement disparu. Leur langue ressuscitée, leurs mythes préservés, leurs ruines redécouvertes les ramènent parmi nous, comme des fantômes obstinés qui refusent de s'éteindre. Ils sont la preuve que l'oubli peut être renversé, que la mémoire peut renaître, mais aussi que rien n'est jamais acquis. Ainsi, les Hittites, aujourd'hui, sont moins un souvenir qu'une présence diffuse. Ils ne se dressent pas avec l'évidence des pyramides ou des temples grecs, mais ils hantent nos bibliothèques, nos musées, nos paysages. Ils nous rappellent que l'histoire est faite autant de ce qui est conservé que de ce qui est perdu. Leur voix, faible mais persistante, continue de murmurer à travers le temps. Et peut-être est-ce cela leur véritable héritage, être devenus des spectres universels, figures d'un passé qui oblige à réfléchir à notre propre futur. Car en regardant leur silence, nous voyons le reflet possible de nos propres civilisations. Les Hittites ne sont plus un empire, mais une question suspendue. Que restera-t-il de nous lorsque nos propres murailles, nos propres langues, nos propres récits se seront effacés ?